Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire RH organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Donc, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, on a lancé ces webinaires en 2020 suite à la crise sanitaire et on a un petit peu un fil conducteur sur ces webinaires RH. C'est vous aider à gérer l'incertitude, si tant est qu'on puisse gérer l'incertitude. Donc aujourd'hui, la thématique de notre webinaire est sur un sujet qui est entre l'alignement stratégique de l'entreprise et l'alignement avec la stratégie RH, si je puis dire. En fait, c'est un cycle de webinaires qu'on va vous proposer pour ce premier semestre. Donc, on va vous proposer 3 webinaires RH avec comme fil conducteur effectivement l'incertitude, la gestion dans cette crise sanitaire. Et le premier est plutôt donc sur une thématique liée à la stratégie, mettre en cohérence stratégie d'entreprise et stratégie RH avec le rôle du manager clé effectivement entre ces deux thématiques, si je puis dire. Il y aura 2 autres webinaires qui sont prévus. Donc le 1er avril, non, c'est pas une blague, le 1er avril, autour donc de la prise de décision et un 3e webinaire qui clôturera ce premier cycle le 3 juin autour de la résilience pragmatique. Tout un programme que nous vous faisons découvrir ce matin par le premier thème orienté stratégie. Donc, je suis Farida Tali, je suis chargée d'affaires RH au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Aurélie Lajarige. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc, qui était aussi chargée d'affaires au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et qui sera votre voix. Hein. On verra au niveau des modalités, mais elle sera un petit peu votre porte-parole. Et nous avons la joie d'accueillir donc 2 intervenants ce matin qui assureront donc l'ensemble de ces 3 cycles. Maude Vanaret. Bonjour Maude. Bonjour. Et Boris Numa-Demstoy. Bonjour Boris. Bonjour. Donc, je voudrais vous dire quelques mots sur nos intervenants. Donc, Maude Vanaret est fondatrice du cabinet Actine. Elle a, pendant plus de 17 ans, agi au niveau des métiers de cadre managérial, plutôt au niveau commercial, jusqu'à accompagner jusqu'à 400 personnes au niveau donc, de leur développement et de leur développement commercial. Elle est coach en développement professionnel, formatrice et elle accompagne aussi bien des entreprises que des particuliers. Quelques mots aussi sur Boris Numa. Donc, Boris Numa, il est consultant et formateur en management, coach professionnel et docteur en sciences sociales. Donc, après une première carrière artistique en tant que musicien et chef d'orchestre, il s'est orienté vers le management et la direction il y a une quinzaine d'années. Et donc, à la fois, il gère un établissement culturel public d'envergure et il assure des missions transversales de coaching, d'accompagnement et de formation à destination donc, des cadres du secteur privé et public. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Merci Farida. Alors, Merci. quelques règles de fonctionnement. Comme je vous le disais, les micros sont coupés, mais vous avez la possibilité d'interagir via le chat. Donc, c'est très important pour nous aussi de voir un petit peu comment vous ressentez les choses. On aura plusieurs moments d'interactivité et c'est Aurélie qui se chargera donc de faire votre voix et qui sera votre relais. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir avec nous. Ce sera avec grand plaisir. Oui, juste quelques précisions. Donc là, le support, vous l'aurez. Il y aura effectivement un replay qui sera prévu et on se tient à votre disposition pour toute autre question. Mais avant de démarrer, on avait envie de savoir comment vous alliez ce matin, comment vous vous sentez, votre météo du jour. On a emprunté cette roue des ressentis à Suzanne Stock, avec qui on avait fait un précédent webinaire sur la confiance. On trouvait que c'était pas mal de le réutiliser. Donc voilà, un mot dans le chat pour donner votre ressenti. Vous n'êtes pas obligé de mettre un mot qui est dans cette roue. Hein. Sentez-vous libre de mettre le mot qui convient le mieux. Voilà, on avait envie de savoir comment ça allait ce matin, en cette période un peu compliquée. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire un peu vos remontées, vos ressentis du jour, votre météo du jour, comme on dit. Et puis, donc, Aurélie se fera le relais de ces ressentis. Le premier, c'est détendu et calme.
Donc c'est bien, on commence bien. Bonjour, météo du jour, épuisée. Ah. Oui, tranquille, sereine, enthousiaste. Ça, c'est bien ça. On espère qu'on va vous redonner de l'énergie, hein. C'est ça. Enthousiaste également. Ah, ben, ça revient, c'est 3 fois. Enthousiaste. Vous êtes autour d'une cinquantaine aujourd'hui, donc très heureux que vous soyez si nombreux pour une thématique. Alors, bonjour, positif, motivé, envie de croquer l'avenir. Ça, c'est des mots, ça fait du bien. Fort. Allez-y, allez-y. Détendu, optimiste. Tranquille. Peut-être en attendant, Aurélie, je vais juste rappeler on vous avait demandé à l'inscription quelles étaient vos thématiques prioritaires et votre enjeu ou vos enjeux prioritaires. Et merci d'avoir répondu, c'est très riche. Il y a un thème qui ressort particulièrement, effectivement, c'est celui de la GPEC, qu'on sera sans doute amené à traiter au second semestre. Mais il y a aussi des thématiques autour de la prospective, de la vision long terme, de la transversalité qui concerne plus particulièrement notre webinaire du jour. Et puis tout ce qui est autour du maintien de la motivation, de l'accompagnement des managers, ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui, on va vous donner des outils, la gestion des compétences, bon, on en a parlé, et puis bon, la gestion de l'incertitude, hein, comme on le disait, hein, c'est un petit peu un thème fil conducteur qui revient effectivement à chaque fois. Alors, je poursuis du coup, Farida. Motivée et optimiste et ravie et impatiente d'en savoir plus. Parfait. Le temps Alors, est on va venu. démarrer. Et avant de démarrer, on avait envie de vous poser une petite question. Encore, oui. Après savoir un petit peu comment vous allez. Là, on va rentrer dans le vif du sujet et on voudrait savoir qu'est-ce qui, pour vous, rend complexe, en fait, rendrait complexe l'articulation entre la stratégie d'entreprise et la stratégie, enfin, ou les ressources humaines, tout simplement. Donc, normalement, c'est un lien qui peut paraître évident, peut-être moins évident pour certains. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait effectivement rendre complexe cette articulation-là? Je vois que mon PowerPoint a des petits soucis, pas d'inquiétude, voilà. Alors, du coup, Hop. réponse libre. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre dans le chat et Aurélie sera votre voix. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui rend complexe l'articulation de la stratégie et des ressources humaines pour vous? Ça peut être un mot-clé. Hein. Changeant, j'ai communication et moyens. Covid qui est toujours présent. Communication et moyens, le raccordement des besoins avec les réalités RH, le contexte économique, besoin d'effectifs contre les objectifs RH, la divergence, quand il n'y a plus de lien, justement, la motivation, voire le blocage de certains salariés, sourcing des talents pour mettre en œuvre la stratégie, le manque de visibilité, période Covid, les mesures gouvernementales, pas de vision long terme et parfois le manque d'association aux décisions ou de manière trop tardive. Très bien. Merci pour ces retours, merci beaucoup. Et c'est pile poil le sujet sur lequel nous allons démarrer. Nous démarrons par toi, Maude, si tu pouvais un peu nous livrer ta vision des choses par rapport à cette première difficulté, si je puis dire. Oui, merci Farida. En fait, je suis bien sûr assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Et en fait, je voudrais rajouter quelques points sur des difficultés aussi que j'entrevois. La première, c'est certainement le fait déjà qu'on soit toujours dans l'urgence
j'allais dire, dans le côté instantané des choses et qu'on reprenne et qu'on prenne pas forcément le tout simplement pour les comprendre et de fait pour les maîtriser. Et ce qui engendre des réponses identiques et donc une répétition des mêmes erreurs. Donc l'idée ici, c'est de sortir un petit peu de ces routines-là. En deuxième difficulté, côté service RH, cette fois, le constat qu'on peut faire, c'est aussi que les négociations sociales prennent beaucoup de place. Et le service RH évite en fait un maximum, grâce à ça, des contraintes sur l'entreprise. Mais du coup, ça laisse peu de place sur l'aspect stratégique. Là encore, l'idée serait de remplacer la stratégie au cœur de ce service ou des préoccupations des personnes en charge des ressources humaines pour les plus petites entreprises. Et enfin, la troisième difficulté, c'est que bien souvent, ce qu'on appelle donc les ressources humaines, soit les personnes qui font fonctionner l'entreprise et qui créent la plus-value pour l'entreprise, qui permettent la rentabilité, sont considérées uniquement ou quasiment uniquement comme des moyens face à des impératifs financiers. Alors qu'en fait, pour moi, je pense que vraiment, la dimension humaine est très certainement la dernière source de différenciation et de création de valeur de l'entreprise. Donc, ça pose un décalage entre discours et réalité, et ça peut en effet engendrer un désengagement de la part des salariés et par rebond, une incohérence avec le déploiement de la marque employeur. Donc, du coup, ces différents points, j'allais dire malheureusement, sont souvent réels dans de nombreuses structures, mais pas irréversibles, dans le sens où, en effet, on peut intervenir sur les pratiques managériales, construire une marque employeur qui permet l'engagement des salariés et le recrutement des collaborateurs qui correspondent aux besoins de l'entreprise. Ça paraît tout à fait possible, en fait. Simplement, si déjà on prend le temps nécessaire à la prise de hauteur sur les pratiques et sur l'alignement concret avec la stratégie. Donc, en synthèse, comprendre comment le management peut servir la mise en œuvre et l'enrichissement de la stratégie avec un partage qui se devrait d'être équitable, je peux dire, entre business et accompagnement. Donc ça nous amène à la question du comment faire, auquel on va essayer, j'allais dire modestement, de répondre aujourd'hui, en tout cas en vous partageant nos réflexions et nos expériences sur le sujet. Tout à fait, merci. Avec plaisir. Alors, on a un petit peu d'écho, alors peut-être que chacun d'entre nous allons couper nos micros, parce que je crois qu'il y a un petit peu d'écho quand on parle pas. J'espère que vous nous entendez bien. Donc, on a bien compris un peu les difficultés, les premières difficultés que nous a énoncées, qui pouvaient rendre effectivement difficile cet alignement stratégie d'entreprise et RH. Maintenant, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est s'intéresser un petit peu aux bonnes pratiques, savoir comment faciliter cet alignement et puis cette prise de recul, hein, au final. Comment on peut organiser ça et je crois que Boris, tu vas nous délivrer un peu des choses à ce niveau-là. Tout à fait. Moi, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est dans la continuité, qui est la façon dont, en tant que manager, on peut favoriser et organiser la prise de hauteur. Alors, pour commencer, je vous proposerai de revenir sur un exemple qui a été très souvent étudié, et c'est une situation célèbre pour deux grandes entreprises qui illustre bien cette problématique. Kodak, à la fin des années 80, nous avions une entreprise qui avait une avance écrasante face à certains de ses concurrents et qui était prête à prendre le virage du numérique, et pourtant elle a rapidement décroché. Certaines études en sciences de gestion, elles pointent le maintien dans l'attachement d'un modèle économique où la valeur était produite par la vente de consommables au format propriétaire, et ça ne résistera pas au développement de l'informatique. Et à l'inverse, on a Fujifilm qui a décidé d'investir massivement dans l'électronique, et c'est un changement qui lui a permis de maintenir une position de leader et paradoxalement de réinvestir ses gains plus tard dans un renouveau de la photographie argentique. Il y a un immense écart entre ces deux entreprises, et c'est bien une question de stratégie, de management, de RH et d'articulation entre les trois. Fujifilm a développé une vision transversale de sa stratégie, a conservé son objectif principal de maintien d'une position dominante. Du côté de Kodak, on peut voir des orientations stratégiques qui ont été parasitées par une certaine inertie et une certaine dérive face aux objectifs. L'idée,
c'est pas de comparer deux stratégies et de définir la meilleure, mais c'est de vous montrer comment les ressources humaines et les pratiques managériales sont nécessaires pour appuyer et surtout pour sécuriser les orientations à long terme. C'est vrai que c'est un vrai exemple, Boris, qui est connu, mais concrètement, comment un manager peut-il agir dans ce sens-là? Alors, à ce stade, c'est concrètement, oui, effectivement, on a tous un rapport au concret et des problématiques différentes, mais on va essayer de répondre de manière constructive avec une première piste de travail. Pour éviter une perte de vue de son objectif, comme Kodak, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'une entreprise se dote d'outils structurels de prise de recul sur ses pratiques. Et le rôle principal d'un manager, de mon point de vue, il est de s'assurer de deux choses. Premièrement, c'est organiser un retour, un feedback, une prise de hauteur et une analyse des pratiques en continu par ses équipes. Et après, en comité de direction, d'exploiter les retours qui sont recueillis, qui remontent. Pour moi, on n'a pas besoin d'une démarche de reporting qui soit complexe. Globalement, une séance bimestrielle d'échange avec son équipe, globalement, ça peut suffire. Et le point crucial, c'est d'autoriser, d'une part, de libérer la parole et ensuite de cadrer cette démarche. Il est aussi difficile que les gens puissent s'exprimer que de poser une limite à cette expression. À mon avis, c'est intéressant de formaliser cette attente sur les fiches de poste. Quelles sont les informations attendues, comment elles vont être exploitées, quelles sont les limites que l'on fixe à ses collaborateurs dans le questionnement des pratiques. Tout ça, c'est important à clarifier. Farida, tu as l'air d'avoir une question. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour les équipes, tout ça? Est-ce que ça peut être facilement mis en œuvre? Est-ce qu'on leur demande pas trop? Alors, non, pour deux raisons. On va le voir, ça peut prendre assez peu de temps. Et surtout, je pense que c'est un point sur lequel il ne faut pas s'inquiéter d'un niveau d'expertise, tout simplement parce que la recherche des causes, c'est pas nécessaire à la résolution des problèmes et surtout, ça prend beaucoup de temps. Le but pour moi, c'est pas de mettre l'accent sur l'expertise, mais plutôt sur la créativité. Pour résoudre une difficulté, sur un exposé, il peut être bref dans une réunion, et l'idée est de concentrer l'énergie des équipes à la recherche de solutions. Un rendez-vous régulier d'atelier de créativité, c'est assez simple à organiser, c'est plutôt motivant et ça consignera une première étape pour impliquer managers et RH. Pour les RH, c'est aussi l'occasion d'avoir une bibliothèque de solutions, tout simplement les comptes rendus à valoriser de ces ateliers, surtout qu'ils soient rédigés à tour de rôle par des collaborateurs différents. En résumé, d'un point de vue pratique, toutes les 6 à 8 semaines, on peut avoir 30 minutes de reporting par salarié, 1 heure d'échange en comité de direction, un atelier de créativité de 2 heures et une rédaction de compte rendu par un salarié qui peut prendre en gros une demi-heure. Donc, manager la prise de hauteur, se doter d'une veille, d'une prospective, ça peut prendre moins de 4 heures par mois, c'est à la portée d'énormément d'entreprises. Je mettrai juste un point de vigilance, c'est qu'il faut s'assurer que cette banque de solutions, cette bibliothèque d'idées, elle est bien utilisée. Pas forcément en transposant les solutions, mais en s'en inspirant, ce qui va continuer à créer un cercle vertueux. Maud, tu parlais de marque employeur et à mon sens, ce type de pratique, ça peut être une vraie identité managériale, ça peut être une motivation pour de futurs recrutements. Voilà, en termes de marque employeur, ça me paraît un premier pas concret. On reviendra plus tard sur la question de l'utilisation de ces solutions qui nécessitent des outils de repérage et d'analyse très concret des situations. Mais Maud, d'abord, je te laisse la parole pour approfondir l'articulation entre stratégie et ressources humaines. Oui, merci Brice. Vous m'entendez bien avec le micro? C'est parfait. Donc oui, comme évoqué par Boris, en fait, il y a eu de nombreuses évolutions auxquelles l'entreprise doit faire face aujourd'hui, et notamment, bien sûr, en GRH. En fait, elle doit répondre à certains enjeux qui sont liés, j'allais dire, bien sûr, au changement de l'environnement de l'entreprise, aux conséquences des transformations du travail, et puis au fait que les collaborateurs eux-mêmes ne sont plus les mêmes. Donc, comme présenté sur la slide, je vais reprendre simplement quelques exemples.
Aujourd'hui, je pense qu'on est tous confrontés à une sorte d'injonction à la performance, enfin même pas une sorte d'ailleurs, une injonction à la performance, mais aussi une pénurie des compétences et leur obsolescence rapide, un peu embarqué dans le, j'allais dire, dans le développement fulgurant des technologies de l'information, et également dans cette quête de sens au travail qui se doit d'être soutenue par l'épanouissement attendu de la part des collaborateurs. Donc en fait, ces changements impactent bien sûr l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de son fonctionnement, et particulièrement ce croisement entre stratégie et gestion des ressources humaines. Donc le fait que la stratégie soit tournée vers l'externe et la fonction RH vers l'interne, ça crée déjà une sorte de fossé entre ces deux mondes. Ce qui fait que l'entreprise, elle se prive de sa première source de valeur potentielle. C'est ce que je disais tout à l'heure, les personnes qui la composent. Donc, dans la dimension managériale, qui est donc étroitement liée à la GRH, on va retrouver cette problématique-là. La fonction RH, elle est vue souvent comme une fonction support, assez statique. Et de fait, la stratégie va rester sur le papier parce qu'elle n'est pas animée auprès des managers. Donc, quand on regarde de plus près, pour moi, on peut dégager des enjeux communs entre la stratégie et les ressources humaines. Donc, dans la partie de droite, le premier enjeu, ce serait donc l'opérationnalisation. Donc, en fait, ce qui fait que l'intérêt d'une stratégie, c'est d'abord qu'elle se traduit dans son déploiement. Donc, l'enjeu va se trouver dans la capacité de l'entreprise et de ses dirigeants à être proactifs et à impacter effectivement la réalité à travers les démarches qu'ils vont impulser. Le deuxième enjeu, l'économie de la connaissance. Donc, le développement de ce qu'on peut appeler le travail du savoir et le renouvellement accéléré de ces connaissances font qu'il est plus possible de gérer les hommes comme avant. Et c'est la même chose pour la stratégie. Il est plus possible de construire ce qui engage l'entreprise sur le long terme uniquement sur les compétences qu'elle maîtrise. Et c'est ce qu'on a pu voir avec l'exemple de Kodak. Le troisième enjeu pour moi, c'est l'aspect rareté des acteurs clés. En fait, on le sait, aujourd'hui, c'est plus le produit qui est rare, c'est le client. Donc, capter durablement le client, c'est l'objet même de la stratégie. Et c'est la même chose pour la GRH qui est finalement confrontée à la pénurie de compétences. Et enfin, le dernier enjeu, ce sont les échéances temporelles. Donc, comme on l'a vu, on est tous dans une logique d'instantanéité avec le développement des technologies notamment, ce qui peut parfois d'ailleurs remettre en question la nécessité de construire une stratégie. Et côté GRH, la gestion du temps est bien aussi challengée en permanence. Je pense que j'apprends rien sur ce sujet-là. Donc la question qu'on peut se poser serait de se demander en fait si les enjeux communs pourraient pas déjà être une partie de la solution. Et du coup, comment rendre concret ce niveau opérationnel? Donc sur la diapo suivante, on voit qu'il y a différents outils qui peuvent répondre à cette question, mais moi j'ai choisi d'en vous en présenter deux aujourd'hui, qui sont d'une part l'organisation et d'autre part les pratiques managériales. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays anglo-saxons, le métier de DRH est pratiqué en général sur une chose principale, c'est l'organisation. C'est la première responsabilité des DRH américains ou britanniques ou canadiens par exemple, l'organisation. En fait, une grande partie de leur activité est centrée sur l'amélioration des modes de fonctionnement de l'entreprise. À l'inverse de la France, où en fait le DRH est très rarement sollicité sur ces questions. Et pour moi, améliorer l'organisation permet de répondre à trois enjeux. Le premier, le bien-être au travail, soit le versant positif des risques psychosociaux, qui impacte de plus en plus la performance individuelle et collective avec la notion d'engagement. Le deuxième enjeu, la coopération entre les personnes, les fonctions ou les équipes. En fait, on a hérité d'un mode d'organisation qui est en silo et qui est finalement complètement obsolète aujourd'hui. On a besoin de partager, de diffuser l'information et les connaissances pour tout simplement pour performer. Et puis le dernier enjeu, en traitant l'organisation en amont, on rend aussi pertinent le contenu des métiers et les passerelles entre les compétences. Donc pour transformer l'organisation, il est donc nécessaire de revoir les processus et de reconfigurer les activités de l'entreprise. Donc pour prendre un exemple concret,
Je dirais une entreprise, par exemple, qui a une activité qui est basée sur la réactivité client ou faire du sur-mesure, ça amènerait à adopter un fonctionnement en réseau, à développer le travail en mode projet et à animer sur les résultats plus que sur les étapes intermédiaires. Et du coup, ça implique que les managers soient formés à la conduite de projet ou à la co-construction, par exemple. En deuxième outil, donc les pratiques managériales. Donc, il y a un constat qui est assez fréquent en fait, de la part des entreprises, c'est que leur système managérial n'est pas assez performant, voire même défaillant. Donc, on a d'un côté les dirigeants qui estiment que leur position n'est pas suffisamment relayée, les collaborateurs qui expriment leur mécontentement vis-à-vis de leur manager, qui est d'ailleurs souvent la première cause de démission. Et puis les managers, parfois, j'allais même dire souvent, ils sont promus à des fonctions d'encadrement sur la seule base de leur expertise métier. Et du coup, ils peuvent avoir ce sentiment d'être un peu pris entre le marteau et l'enclume. Et puis j'allais même dire, on a aussi parfois des managers qui souhaitaient pas devenir managers et qui prennent finalement moins de plaisir à être dans un métier de management que sur un métier purement opérationnel. Et dans ces situations-là, parfois l'entreprise, elle va mettre en place des formations qui sont standardisées pour ces managers et ça correspond pas forcément aux besoins. Parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il y a des bonnes pratiques de management qui seraient universelles et donc qu'elles seraient valables pour toutes les entreprises. Mais du coup, je vous ai préparé un exemple qui démontre le contraire. Tout le monde connaît l'entreprise Orangina Schweppes. Et Orangina Schweppes est assez connue pour sa rapidité et son agilité. En fait, elle a choisi l'autonomie de ses collaborateurs comme facteur clé de la réussite. Donc, elle attend de ses managers qu'ils accompagnent la montée en autonomie des collaborateurs et donc qu'ils leur laissent les marges de manœuvre nécessaires à la prise d'initiative et à l'action. Donc, les collaborateurs, ils sont animés sur les résultats et pas sur les moyens. À l'inverse, une entreprise comme Decathlon, elle a fait le choix de recruter des débutants, donc qui ne connaissent pas le métier, et de les faire suivre de très près par les managers. Donc, les managers sont les premiers acteurs du développement des collaborateurs et ils sont donc animés sur les moyens pour parvenir aux résultats. Donc, on peut se dire que du coup, les pratiques managériales chez Orangina Schweppes seraient très certainement vécues par Decathlon comme abandonnistes par le collaborateur et démissionnaires pour l'entreprise. Et à l'inverse, les pratiques managériales chez Decathlon seraient perçues comme interventionnistes et voire même infantilisantes chez Orangina Schweppes. Donc cet exemple, il démontre quand même que les pratiques managériales efficientes sont en fait celles qui vont servir la stratégie de l'entreprise et non celles qui sont basées sur un pseudo-modèle universel. Donc il s'agit donc concrètement de créer une sorte de, je pourrais dire, de référentiel propre à chaque entreprise qui permettrait de fournir aux managers des repères concrets sur les attendus avec les responsabilités et les comportements précis qui sont reliés à la stratégie. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à Boris qui va nous développer ces deux outils, l'aspect organisation et managérial, en commençant par comment ajuster l'organisation du projet. À moins qu'il y ait des questions à ce stade, peut-être. Non, j'ai rien pour le moment. D'accord, merci Maude. Alors, continuons. Maude, tu viens de nous le dire, les outils pratiques, les référentiels de management, les pratiques doivent être vraiment spécifiques à chaque entreprise. Et je vous propose de prolonger la réflexion et de creuser la question de l'organisation. Comment est-ce qu'on peut penser une organisation qui permette aux managers de développer la transversalité entre stratégie et RH? Et je souhaitais d'abord vous proposer un sondage. Je voudrais savoir quelle est votre priorité, quelle est pour vous la caractéristique la plus importante dans une organisation. Aurélie, je te laisse être la voix de nos participants. Vous allez voir apparaître. Donc, quelle est pour vous votre priorité en termes d'organisation? Hop, je lance.
On va attendre un petit peu, le temps que j'ai un peu de votre participation. Oui, il y a déjà des choses qui ressortent nettement. On a en tête pour le moment adaptabilité. Allez-y. Alors, je partage les résultats. Normalement, tout le monde doit le voir. Donc oui, c'est ce qui se dégage en priorité, l'adaptabilité. Après, on a ce qui est presque équivalent, la lisibilité et sa capacité à encourager les initiatives. Et en dernier, sa rigueur. Voilà. Boris, je te laisse du coup continuer. D'accord, merci Aurélie. Bon, les réponses, elles sont extrêmement éloquentes. On parle d'incertitude, on vit de l'incertitude, on est dans une période qui est assez difficile et qui est assez peu lisible justement. Et les deux besoins principaux, c'est de pouvoir créer des organisations donc, qui puissent faire face à des changements, à des mutations, et aussi qui permettent aux collaborateurs de se repérer. Le message est extrêmement clair. L'organisation doit se construire pour répondre aux objectifs et pas l'inverse. Le fait de ne pas questionner l'organisation d'une entreprise, ça va finir par réduire la stratégie à ce que la structuration permet. Ça va réduire les ressources humaines à leur fonction de gestion et ça va réduire les managers à un nombre limité d'actions possibles. Donc, après le management de la prise de hauteur, je vous propose de brosser assez rapidement les caractéristiques d'une organisation qui soit conçue sur mesure autour des objectifs. Un premier point, c'est de veiller à une formation solide des équipes, à un niveau d'expertise et de spécialisation qui soit suffisant justement pour participer à la prise de hauteur, à la prise de recul. Le deuxième point pour moi, ce qui est important, c'est de travailler avec des équipes qui soient multidisciplinaires et qui disposent aussi à leur niveau, avec un périmètre défini, d'une part d'autonomie et éventuellement d'une part de décision. La troisième caractéristique pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut que ces équipes, elles soient conçues en fonction des projets, en fonction des objectifs, quitte à ce que leur durée soit limitée. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre donc dans le cadre de structures globales que les équipes peuvent être recomposées en cas de besoin. Il y a une culture qui peut être développée là-dessus. Et enfin, je reviens sur le management de la prise de hauteur. Encore une fois, il me paraît important d'impliquer les collaborateurs dans la régulation de l'activité. L'idée centrale, c'est que chaque acteur ait une pleine conscience des objectifs et des enjeux stratégiques de l'entreprise. L'idée que la décision soit partagée de manière plus horizontale que dans les modèles pyramidaux classiques et que la décision soit orientée uniquement par les objectifs, comme l'a fait Fuji, qui n'a pas hésité à changer de culture professionnelle. Ici, les pratiques managériales elles ne vont plus être fondées sur l'application de règles ou de processus, mais sur une démarche d'appropriation des enjeux et surtout de contractualisation entre le manager et ses collaborateurs. Donc, le rôle du manager, il va dépasser la simple incarnation du cadre, il va devenir un guide, un accompagnateur, un facilitateur et surtout le garant de l'ajustement du travail aux grandes orientations. J'attire votre attention sur une difficulté importante, pas insurmontable, mais à prendre en compte dès le début, c'est que cette logique, elle va, elle peut provoquer des phénomènes d'autonomisation extrême de certains collaborateurs qui peuvent éventuellement s'isoler et on peut perdre parfois le fil du travail en équipe. C'est vrai que Boris, c'est un risque qu'on voit aujourd'hui, hein, que l'on retrouve dans le management à distance, concrètement.
Oui, le management à distance, c'est la question, c'est l'enjeu, ça a été rendu critique par la situation sanitaire. Et effectivement, c'est pas si différent des autres enjeux. Avec le management à distance, on a besoin de structuration, on a besoin d'autonomie, on a besoin de confiance. C'est lié à la prise de hauteur. Je reste très convaincu par la notion de contractualisation claire. Et j'irai jusqu'à dire que pour réussir en management à distance, il faut associer les équipes à la fois aux enjeux et à la fois à l'organisation. Le management de la prise de hauteur, l'outil de ma première prise de parole, il est très adapté au distanciel. On n'a jamais eu autant de besoin de se réorganiser, de réinventer de nouvelles pratiques, de chercher des solutions. Et les ateliers de créativité, ils sont plus que nécessaires en ce moment. Le principal enjeu du management à distance, c'est une cartographie des interactions. On a besoin que toutes les équipes aient une vue d'ensemble, un panorama des échanges qui doivent se faire et des acteurs. Ça va rendre la planification des échanges plus simple. Surtout, ça va éviter de laisser de côté certains membres qui sont peut-être plus réservés ou moins à l'aise avec le distanciel. Une fois ce cadre posé, une fois ce panorama, cette cartographie définie, les éléments clés du management à distance peuvent être plus simplement fixés et on retrouve des fondamentaux assez classiques. Encadrer les modes de communication avec la définition de circuits de réunion très en amont. Bien évidemment, l'enjeu, la séparation professionnelle-privée qui est particulièrement difficile. La question du droit à la déconnexion, la question de fixer des règles du jeu ou même envoyer un mail qui est un moyen de communication qui n'est pas immédiat. Ça peut quand même perturber, effectivement, empiéter sur le privé. Ce qui paraît important aussi, c'est de resserrer les canaux de communication, que les messages soient envoyés à intervalles fixes et synthétiques et pas au coup par coup, qu'on ait effectivement aussi un calendrier, une régularité dans les échanges, et enfin de s'assurer que l'information elle est diffusée de manière fiable, que tout le monde l'ait, et surtout de manière égalitaire. On peut imaginer un outil très simple qui est de charter collectivement, ne serait-ce que la rédaction des emails. C'est facile de perdre de vue une réponse à une question quand on a tout un tas d'informations et que la question à laquelle le collaborateur doit répondre est logée dans le message. Le tout, donc, pour moi, c'est que les acteurs aient en permanence une vue d'ensemble des personnes engagées, des équipes et des interactions. D'accord, mais Boris, tu parles beaucoup de cartographie. Est-ce qu'il y a une méthode qu'on peut présenter là aujourd'hui qui te semble adaptée en fait? Il y en a beaucoup. J'aime bien les solutions éprouvées, j'aime bien les classiques, donc je vais me concentrer sur un modèle. On va revisiter ensemble rapidement un modèle qui doit avoir une trentaine d'années, qui est ce bon vieux organigramme matriciel, qui répondait déjà à des enjeux de distanciel. Ça a été conçu historiquement pour la NASA, qui avait un nombre de sites, de projets, qui faisait qu'on était déjà dans le distanciel avant l'explosion du numérique. C'est beaucoup étudié, mais effectivement, je pense que la situation actuelle lui donne un nouvel intérêt. L'idée, elle est simple. Les activités sont en ligne, les fonctions support sont en colonne, et chaque intersection, elle représente un espace de collaboration et d'échange nécessaire. Quand on dessine un organigramme sous cette forme, ça devient plus simple d'organiser le partage d'expériences, la collaboration, de susciter l'innovation, ou alors de mener une réflexion globale sur la gestion des ressources qui soit éclairée par l'activité. Les changements sont aussi plus simples à conduire. On peut imaginer fusionner ou créer de nouvelles ressources ou de nouvelles activités sans désorganiser les autres. Et avant de se lancer dans une telle organisation, par contre, je voudrais pointer plusieurs points de vigilance à garder en tête. C'est un format d'organigramme qu'il est difficile à expliquer avant d'être mis en œuvre. Frontalement, le dessin est simple, mais l'explication n'est pas si évidente. Je pense qu'il est préférable d'expérimenter une organisation matricielle sur une activité précise, d'en faire un retour d'expérience avant de le généraliser. Et surtout, il est important à garder à l'esprit, surtout en distanciel, la question de la nécessité de l'autonomie.
et de vraiment s'assurer de cadrer le périmètre de décision qui va être confié aux équipes. C'est beaucoup plus difficile de faire remonter un point de validation en distanciel. Il faut vraiment que un manager ou un comité de direction fixe des périmètres de décision autonomes à chaque collaborateur. Une fois ces précautions prises, on a un outil qui est à la fois lisible, voilà, ça permet d'avoir une représentation graphique, qui est assez robuste et qui est assez adaptable. Donc, c'est les 2 points que mettait en avant le sondage. Ça tombe bien. Et dans le cas d'une activité sur plusieurs sites aussi, c'est même l'origine de l'organigramme matriciel, gérer le multisite. Et je ne voudrais pas oublier les services informatiques qui pourront s'appuyer sur la cartographie pour déployer des outils de travail collaboratif. D'accord, Boris. Donc tu nous as parlé de manager à la prise de hauteur et l'organisation également, mais concrètement, et en plus ça m'a été également posé dans le chat, comment un manager peut savoir comment agir et pour contribuer à la stratégie d'entreprise? Bonne question, merci. Alors, un petit mot sur la notion de concret. On est tous confrontés à un degré différent de concret, on vit tous des choses très différentes. Donc, les réponses que je vais donner, ce sont plutôt des logiques d'action. J'aurais vraiment plaisir à préciser des questions s'il y en a. Mais effectivement, la question maintenant, c'est de savoir comment se repérer dans la stratégie. Il y a 2 choses qui me semblent importantes. C'est vous donner une clé pour savoir quand intervenir et vous donner une clé pour savoir dans quelle direction intervenir. Donc, je vous propose un deuxième sondage et j'ai une question à vous poser sur la stratégie. Qu'est-ce que c'est la stratégie pour vous? Donc, Aurélie, je te laisse lancer le sondage. De nouveau un sondage, on a besoin de vous. Je le lance. C'est parti. Donc allez-y. Donc je rappelle, la stratégie pour vous, c'est la première réponse, la recherche du dépassement de la concurrence, la somme des 2 choix de gestion des ressources et d'organisation, la définition d'objectifs à long terme, ou est-ce que c'est la capacité à opérer des choix immédiats? Alors, je vais attendre toute petite minute, même pas. On a déjà effectivement un qui s'est détaché du lot. Voilà, donc je partage. Vous devez le voir. Donc Boris, on voit que c'est ce qui se dégage, c'est la définition d'objectifs à long terme. Et en suivant, c'est la somme des choix de gestion des ressources et organisation. Et en dernier, très peu la capacité à opérer. Et rien du tout pour la recherche du dépassement. Voilà. D'accord. Merci Aurélie. Alors, la réponse, elle est extrêmement claire sur 2 aspects. C'est que oui, dans la stratégie, il y a le quoi, la définition d'objectifs à long terme, mais il y a surtout la somme des choix de gestion et de ressources. Voilà, je ne vais pas revenir sur les racines du mot stratégie, mais il y a l'idée de conduire un groupe dans la racine grecque. Donc, d'une manière générale, la stratégie, effectivement, c'est prioritairement la question de la somme des choix d'allocation de ressources et d'organisation pour atteindre un objectif. Voilà, on va pas faire de langue ancienne maintenant, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à creuser. Donc, Maud, tu l'as dit avec force et avec conviction, la stratégie, c'est sortir de l'instantané et c'est souvent très difficile. Et je reviens là-dessus, la stratégie, il faut bien se dire que c'est d'abord la conduite d'un groupe dans une direction. La question de définir un objectif à long terme, elle intervient au début, elle intervient ponctuellement pour ajuster l'objectif, mais 90% du temps de stratégie, c'est quand même la conduite. Donc, les perturbateurs de la stratégie, ils sont nombreux. On peut parler de la spécialisation du travail, de l'accélération des mutations sociétales, technologiques. Il y a une longue liste.
Mais disons simplement qu'on a une tendance qui est exacerbée de la recherche du résultat rapide, de la réussite ou du gain à court terme, et que globalement, l'action, elle est beaucoup plus valorisée plus souvent valorisée que le travail de développement. Et c'est une évolution qui est telle qu'aujourd'hui, effectivement, la notion de stratégie dans le langage courant, on a tendance à la définir comme les objectifs. C'est ici que le management de la prise de hauteur est important pour ne pas oublier le comment. Mais concrètement, Boris, comment on utilise ce qui a été produit dans cette prise de hauteur, en fait? Alors, on a besoin de se repérer dans la stratégie. Pour moi, ce qui est important, c'est de vous donner un outil que j'appelle une boussole managériale. La première chose à faire pour un manager, c'est d'identifier quelles sont les dérives de la stratégie qu'on peut constater. Quand on est dans le management de la prise de hauteur, concrètement, on a besoin de se repérer quand on sent qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, on a besoin de le qualifier. Donc, concrètement, je vous propose 4 types de dérives d'une stratégie d'entreprise. La première, c'est l'inertie. C'est un frein de la pensée stratégique, c'est un repli ou même un blocage sur des solutions connues. Une difficulté à opérer des changements ou du moins à prendre conscience ou même à accepter culturellement le besoin de changement. On a un deuxième point qui est l'emballement. L'emballement, c'est plutôt marqué par des symptômes d'excès, de démesure, mais surtout par une perte de prudence ou alors une focalisation extrême sur une nouveauté qui va être perçue comme une opportunité ou un changement qui est irrésistible. Et effectivement, on perd de la lucidité par rapport à une solution qui paraît attrayante. Il y a une troisième dérive de la stratégie qui est l'imitation. Ça peut être une stratégie à part entière. Il y a une injonction à l'innovation en ce moment qui est pas forcément toujours pertinente. Mais globalement, l'imitation, ça peut conduire à suivre les tendances ou alors notamment les outils organisationnels ou managériaux qu'on pourrait qualifier de dans l'air du temps. Et ça peut pousser à transposer des solutions qui sont finalement peu adaptées une fois qu'on les a analysées. Et enfin, cette grille de repérage, elle ne serait pas complète sans évoquer l'indécision, le moment où le comment est tellement négligé que l'entreprise se paralyse. Alors maintenant que j'ai identifié 4 risques, je vais vous proposer 4 directions d'action qui vont guider, permettre de se repérer dans ce que seraient des pratiques managériales à impulser. Face à l'inertie, il faut décentrer, il faut ressusciter la recherche d'alternatives, renforcer la recherche de solutions, mobiliser des groupes de prospective. C'est un peu ce que je proposais en instituant en continu une culture de la prise de hauteur, de manière très concrète, très factuelle dans l'entreprise. Ça passe aussi par une définition le plus en amont possible par les ressources humaines de définition de profil de poste et de référentiel de compétences dès le début de la définition de la stratégie, surtout dès le début de la définition des objectifs. L'idée, c'est que stratégie et RH se définissent ensemble et que les ressources humaines ne soient pas uniquement réactives. Donc, quand on sent de l'inertie, il y a quelque chose à décentrer. Quand on est face à de l'emballement, il est nécessaire de canaliser les choses et de se livrer à un stop, à une suspension de l'action et idéalement à une évaluation avant des décisions prises, au moment où elles émergent. Voilà, très concrètement, au moment où une décision est prise, développer progressivement une culture de la pause et de l'examen de la décision. Et après, de fixer des rendez-vous précis et en amont de l'évaluation des effets des décisions. Et dans tous les cas, pour être très concret, on creusera peut-être ça sur le prochain webinaire, ce qui paraît essentiel, comme on fixe en amont
les repères de compétences, il faut fixer en amont les indicateurs d'évaluation. Très important, les fixer à froid et qu'ils soient partagés. Voilà pour canaliser, pour réduire les risques et pour poser des garde-fous quand vous ressentez un emballement. Face à l'imitation, là, il est nécessaire d'innover. Il faut aller étudier d'autres pratiques, mener une veille managériale et technique, s'autoriser à repenser ses façons de faire et pourquoi pas, dans certains cas, partir d'une page blanche. Cette démarche, elle doit s'appuyer sur un diagnostic managérial centré sur la compréhension des objectifs par les équipes. Clairement, il n'y a pas de choses très complexes à faire. La première action concrète qui peut être menée, c'est effectivement au moment des rendez-vous de régulation, pourquoi pas au moment des entretiens annuels, vraiment mettre en place pour un manager un questionnaire. Qu'est-ce que vous comprenez? Comment vous comprenez le projet, les objectifs et la stratégie globale de l'entreprise? Ça peut permettre de lever des incompréhensions et d'y répondre très simplement. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Enfin, face à l'indécision, il y a très peu de marge de manœuvre, à part l'alerte. Effectivement, c'est quelque chose qui est très désagréable, des moments où on sent que les choses avancent. Ce n'est pas des moments où un manager peut vraiment agir. Alors, cet outil, cette boussole managériale, Boris, est-ce que c'est un outil plus pour prévenir, pour corriger? Comment on peut l'utiliser et comment on peut aider nos participants à l'utiliser en fait? Je vous proposerai de l'utiliser dans les deux cas. Comme tout à l'heure, j'ai parlé d'évaluation avant et d'évaluation après. La boussole, elle peut être utilisée à la fois pour le cadrage du feedback et pour la prise de hauteur. On peut partir des 4 dérives pour organiser le reporting que je proposais sur le management de la prise de hauteur. Vraiment, qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous observez? Et les choses ne sont pas compliquées. À partir du moment où un collaborateur est en capacité d'exprimer le fait qu'il y a quelque chose qui le surprenne ou qui ressente ce qu'on pourrait appeler une bizarrerie, on est déjà dans l'utilisation de la boussole. C'est assez facile de se servir de cet outil et d'essayer de repérer ce qu'il y a derrière voilà, le sentiment d'incohérence ou de malaise. On peut aussi l'utiliser face à la boussole, face à une difficulté récurrente. Il y a un objectif qui n'est pas atteint. Ça peut être intéressant de se servir de la boussole pour creuser, essayer de cerner un dysfonctionnement. Et dans le cas d'une difficulté récurrente à identifier, là, ça peut être intéressant de rechercher les causes. Ce qui au quotidien n'est pas forcément pertinent, sur un point précis, ça le devient. Et enfin, pour moi, l'idéal, c'est d'utiliser la boussole dès l'émergence des idées, des projets, de la stratégie. On pourrait imaginer des séquences de créativité inversée. Quand on définit un objectif, c'est qu'est-ce qui peut mal se passer. Quand on examine par exemple une rupture technologique, l'importation, la prise en charge d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle méthode, on peut se poser la question si ça risque de provoquer de l'inertie, de l'emballement. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que la réponse ne va pas être la même suivant les collaborateurs. Suivant les corps de métier dans une entreprise, on va avoir une des 4 tendances qui va se poser. Et enfin, si un objectif est de pénétrer un marché ou alors d'adopter une solution qui serait dans l'air du temps, une espèce de martingale, quelque chose que tout le monde voilà, se sent un peu obligé d'investir, on peut prévenir un risque d'imitation en se demandant ce qui a provoqué l'intérêt pour une solution. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans l'imitation? Le tout, c'est de garder à l'esprit que tout objectif doit être vérifié au moment où il est fixé au fil de sa mise en œuvre. Je vais résumer ça par une phrase qui est très importante en coaching. C'est ce qu'on appelle la suspension du jugement. On a une idée, on se développe concrètement la culture du stop. Pourquoi on a eu cette idée en un seul mot? Qu'est-ce qui fait qu'on a eu cette idée?
Pourquoi en 2 mots? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend de cette solution? Dans quel objet voilà. Et une 3e question, c'est auprès de qui on peut creuser, ou évaluer si la décision est bonne ou mauvaise, en interne ou en externe. Et cette boussole, on peut l'utiliser à tous les niveaux du management? Ça peut être un outil partagé, effectivement, c'est quelque chose qui est très simple, qui est en 8 mots, mais oui, une direction des ressources humaines peut en déduire un référentiel global de management. On parlait de marque employeur et de se dire que la question du reporting et de l'association des collaborateurs aux enjeux, ça peut être une marque employeur. Et de notre côté, un manager intermédiaire, il peut l'utiliser pour réguler ou pour questionner son équipe. Comme pour la prise de hauteur, l'idée, c'est d'associer l'ensemble des équipes à la veille et à la créativité. Le niveau de contribution et la prise en compte des propositions doit être défini dans les profils de poste ou les lettres de mission. Encore une fois, ici, je vous donne une orientation globale. Les déclinaisons sont infinies. Le tout, c'est d'essayer, d'expérimenter, de s'approprier l'outil sur le terrain. Et la mise en œuvre de ces grandes orientations, elle met en œuvre une coopération pleine et entière entre décideurs stratégiques et responsables RH. Et la prochaine étape, c'est de s'assurer de ce lien et aussi, et très souvent, de l'initier. La boussole, c'est qu'un outil pour approfondir la mobilisation des équipes, c'est un outil pour se repérer, pour ausculter. Et croiser les hommes et la stratégie, ça doit s'inscrire dans une démarche plus large. Et Maud, je te laisse la parole pour nous présenter les étapes. Oui, merci Boris. Oui, en effet, alors en synthèse, quelques étapes concrètes pour croiser cette gestion des hommes et stratégie. Bien sûr, des étapes qui ne sont pas une démarche formelle, puisqu'on l'a vu, chaque entreprise est différente, mais plutôt des axes de réflexion et d'action. Et à la suite de ça, vous aurez aussi une checklist avec les différentes questions qui correspondent à chaque item. Donc, le premier, se nourrir du terrain. Donc, le manager, comme le praticien RH, doit disposer d'un état des lieux précis de l'état d'esprit des collaborateurs, donc leur perception, leurs ressentis, leurs attentes, et puis aussi les sujets de tension. Il est important qu'il recueille les perceptions sur les projets de l'entreprise, parce que ça lui permettra d'identifier notamment leur faisabilité sur le plan social. Et c'est comme ça qu'il pourra aussi alimenter sa réflexion et ses prises de décision. Ce qu'il sous-entend qu'il planifie du temps, enfin ça paraît bête à dire, mais il faut planifier du temps pour être présent sur le terrain et surtout dans l'écoute, j'allais dire l'écoute réelle des collaborateurs, ce qui n'empêche pas d'avoir un management de la performance en parallèle. Et puis, par exemple, j'allais dire, et plus particulièrement pour les praticiens RH, il pourra réaliser des vies-ma-vie, des enquêtes métiers, des choses comme ça, en échangeant avec les salariés, comme cela d'ailleurs peut se passer sur une TPE où le dirigeant il est en contact direct au quotidien avec ses équipes. Sur la deuxième étape, réorienter les processus RH, en commençant bien sûr par le recrutement. Donc, utiliser le recrutement pour permettre à l'entreprise de renforcer les compétences ou les traits culturels qui constituent sa stratégie. Donc là, il va s'agir d'attirer sur cette différenciation et de sélectionner sur des critères qui sont cohérents avec elle. Idem pour la formation d'ailleurs. Le processus d'identification des besoins doit aussi être centré sur le renforcement de cette stratégie. Et puis un autre point, je pourrais dire un autre petit point clé, c'est capturer le pourquoi des process RH par rapport à la stratégie pour que les managers puissent après diffuser ça largement et donc donner du sens. En troisième étape, faire porter les transformations. Donc là, donc bien souvent et d'après les études, en fait, qui ont été menées dans différentes organisations, on a un constat qui est un peu, j'allais dire, un peu sans appel. La plupart des entreprises adoptent une démarche qui est descendante du changement. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a un groupe limité de personnes qui décident les moindres détails du projet et tout le reste de l'organisation doit s'aligner et mettre en œuvre. Donc du coup, c'est un peu difficile dans ce cas-là de mobiliser sur la stratégie.
Alors qu'en fait, il y a 2 objectifs à garder en tête pour réussir à mettre en œuvre cette stratégie. La qualité des livrables et l'appropriation de ces livrables par ceux qui auront à faire vivre et apporter ces changements. Gérer le changement, c'est donc en premier lieu veiller à ce que les collaborateurs y adhèrent et le mettent effectivement en œuvre. Et pour ça, on a 2 axes dont parlait Boris tout à l'heure. Donc en fait, le premier, c'est le cadre stratégique qui est porté par la direction. Et le deuxième, c'est les modalités de transformation qui sont réalisées par les collaborateurs à l'intérieur de ce cadre. Et pour la parenthèse, je crois foncièrement que cette approche, elle peut transformer l'entreprise et lui permettre de mettre en œuvre cette stratégie. Et c'est tout aussi pertinent quand il y a des difficultés économiques comme ça se présente actuellement. Parce que, en fait, une menace que tout le monde perçoit, mais dont personne ne parle, va forcément créer plus d'anxiété qu'une menace qui a été clairement identifiée comme un point central des problèmes à résoudre et vers lesquels doivent converger tous les efforts de l'entreprise. Et en dernière étape, capitaliser sur la stratégie comme source de sens. Donc la stratégie doit être source de sens pour les collaborateurs dans les 3 significations du terme. L'utilité, je veux donner du sens à ma vie. La direction, dans quel sens allons-nous? Le pourquoi, soit expliquer le sens d'une décision. Il y a aussi un volet, j'allais dire un volet émotionnel qui est à ne pas négliger dans cette partie-là et qui fait partie de l'identité employeur. À partir du moment où ce qui compose l'identité employeur ne relève pas uniquement de l'intention, mais s'incarne pleinement dans le quotidien, alors là, on a de puissants facteurs d'adhésion, en fait. Donc, avoir une stratégie claire, connue et comprise par tous, c'est un excellent moyen pour faire comprendre où va l'entreprise et comment elle y va. C'est pour moi ce qui fait que chaque collaborateur, chaque équipe peut en fait positionner son activité par rapport à cette stratégie et donc y contribuer. Et pour le manager, c'est beaucoup plus facile après d'expliquer les décisions, les actions à mener à partir de ce lien en fait. Et la stratégie sert donc de boussole, hein, comme l'a expliqué Boris, ça sert de boussole à l'ensemble des activités. Donc, en synthèse, utiliser la stratégie comme source de sens, pour moi, a plusieurs intérêts pour l'entreprise. Le premier, bien sûr, sa mise en œuvre. Le deuxième, et que cela renforce l'engagement des collaborateurs. Et enfin, ça va amener de la cohérence dans l'action quotidienne. Voilà pour ces étapes. Et du coup, comme je vous le disais en préambule, on vous a posé une checklist qui permet de vérifier la bonne orientation des décisions. Donc, je ne vais pas vous reprendre chaque item, je vous laisserai en prendre connaissance tranquillement puisque vous aurez à disposition le support du webinar. Tout à fait. Merci Maude. On avait envie de savoir si vous aviez des questions à ce stade. Ou, voilà, ou alors partager avec nous simplement quel serait votre premier pas pour avancer dans cette voie. Voilà, n'hésitez pas à partager avec nous vos retours d'expérience, ce que vous retenez un petit peu du webinaire. Alors, j'ai un retour, Farida. C'est pas une question, c'est merci. Merci pour la bonne qualité de cette webconférence. Donc, voilà. Bien. Merci. N'hésitez pas. Hein. Donc, vous aurez le support. On va juste avancer un petit peu. Nous, ce qu'on avait envie de vous présenter au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, donc c'est la possibilité de faire un diagnostic comme première étape, si on peut dire, pour y voir un petit peu plus clair. C'est un diagnostic 360 sur vos différents fonctions RH pour voir un petit peu dégager des priorités. On a dégagé un peu des bonnes pratiques, entre guillemets, par fonction, et ça permet de vous situer, vous, entreprise, par rapport à ces thématiques, que ce soit le recrutement, la formation, la marque employeur. Voilà, donc on se tient à votre disposition. Là, je vous ai mis toute l'équipe, ce qu'on appelle chez nous le pilier emploi-formation. Nous aussi, on a une organisation matricielle. Voilà, donc les coordonnées de tous les collègues. Moi-même, je suis sur le Rhône, Aurélie est sur le Cantal, et puis vous voyez, on est présent sur tous les territoires, à votre disposition, au plus près de votre entreprise. Ce que j'ai fait aussi, c'est vous mettre les coordonnées de Boris Numa et Maude.
que je remercie chaleureusement pour leur intervention. Il y a beaucoup, beaucoup de merci. Excuse-moi, Farida, mais du coup, je vais le dire. C'était très clair, c'était très instructif. J'ai pratiquement tous les merci. Et merci pour la qualité de nos échanges. L'approche de chacun permet une bonne compréhension, tout à fait. Merci beaucoup aux intervenants, Maud et Boris. Animation et sujet très intéressants. Écoutez, on n'a que des éloges, c'est bien. Merci pour la présentation et des cas très pratiques. Voilà. Et on se retrouve les 4 d'octobre. D'accord. Donc, merci beaucoup. Voilà. Je voulais aussi vous mentionner deux autres webinaires qui font partie de ce comme je vous le disais au départ, qui seront autour de la sécurisation, comment sécuriser sa décision. C'est un peu une suite. Donc voilà, si vous avez trouvé ce webinaire intéressant, ben, on vous attend pour le deuxième et le troisième autour de la résilience pragmatique, un terme un peu à la mode. Et donc du coup, on pourra définir un petit peu tout ça et voir comment ça s'applique à l'entreprise. Est-ce qu'on a peut-être une ou deux questions pour terminer le webinaire, Aurélie? Non, j'ai que des éloges. C'est très instructif, il faut également une stratégie claire. Oui, effectivement. Vivement les prochains. Écoutez, voilà, l'épisode va se poursuivre. Et c'était avec plaisir de suivre ce webinaire. Voilà. Pas de Est-ce que questions. vous pouvez partager peut-être une ou deux expériences, Boris ou Maud, je ne sais pas. Si j'ai une question. Vas-y, Boris, je vois que tu as levé la main. Aurélie? Comment embarquer le CODIR? Je peux me permettre une première réponse. Comment embarquer le CODIR? Vous touchez le point qui est le plus délicat, le plus sensible, c'est le point de la culture d'entreprise. J'ai pas été très long dans l'exposé de Coda, qui est un point dont je vous ai pas parlé, c'est que les études de cas en sciences de gestion, donc on va même parler de on va quasiment parler d'examen post-mortem d'entreprise dans certains cas extrêmes de sciences de gestion. Voilà. Le problème des sciences de gestion, c'est qu'elles font ce genre d'analyse souvent quand c'est trop tard. Ce qui a été mis en évidence pour Kodak, c'est que le CODIR était, au moment du changement numérique, essentiellement constitué de personnes qui étaient issues des métiers de la chimie. Et ça a créé une forme d'inertie qui est double. La forme d'inertie à se dire on a toujours réussi à vendre nos appareils photo à prix cassé et à fidéliser les clients avec des pellicules propriétaires issues de l'industrie de la chimie. Donc voilà, il y a ce modèle économique. Et surtout, il y a une peur et une menace. Maud, tu le disais, il vaut mieux une menace identifiée que non identifiée. Il y a eu aussi inconsciemment peut-être la peur de voir les chimistes, les gens issus de la chimie chassés du directoire. Fuji, de son côté, a pas hésité, lui, à prendre le taureau par les cornes et à dire bah, ça ne nous remet pas en question, il faut juste qu'on embauche des électroniciens. Donc, vous voyez, il y a la question d'embarquer le CODIR, elle le demande à la fois du conseil, de l'expertise, à la fois de la formation, mais elle demande aussi beaucoup d'accompagnement et plutôt des choses qui relèvent du coaching. Quand je parlais tout à l'heure de suspendre son jugement temporairement et de se demander est-ce que je prends la décision, ça va sans dire, ça va mieux en le disant, il peut ressortir de cet examen des choses qui nous bousculent dans nos convictions et dans nos certitudes, mais c'est aussi ce qui permet d'avancer. Et si je peux juste compléter, de co-construire aussi avec le ou les dirigeants et les membres du CODIR sur ce genre de choses, en effet. Très bien. Je pense que vous avez répondu à la question de Mariana. Pas d'autres questions. Alors, est-ce que je peux me permettre, Aurélie? Alors justement, oui. est-ce qu'on pourrait vous poser à tous la question de voilà, qu'est-ce que vous avez envie et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en œuvre pour avancer dans ce sens? Quel serait votre premier pas? Votre premier petit pas.
Un voyage Alors, commence toujours par un premier pas. C'est ça. j'ai pas. Sonder les équipes. Manager la prise de hauteur, oui, peut-être les 4 étapes. Questionner le terrain. On l'a vu ça effectivement aussi. N'ayez pas peur. Faut pas avoir peur, oui, c'est vrai. Oui, et puis c'est souvent des choses simples en fait, auxquelles les fois on ne pense pas et qui nous paraissent basiques, mais qui permettent de démarrer. Donc, travailler de façon collaborative, remotiver mes équipes en commençant par moi-même. Ça, c'est pas faux. Faire un diagnostic des éventuels freins à la stratégie en CODIR. Voilà. Beau programme. Oui, ça fait un bon gros pas même. Très bien. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation. Merci Maud, merci Boris Mima, merci à tous d'avoir participé, merci Aurélie. Et puis on se retrouve le 1er avril, si effectivement vous voulez poursuivre ce cycle de webinaires autour donc de la prise de décision, comment prendre des décisions, qu'est-ce qui est en jeu. Voilà. En tout cas, merci, bonne fin de journée et à bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.